Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le 6 mai 2020 et la veille, les indices américains ont terminé la séance en hausse, portée notamment par la hausse des pétroles. Donc le S&P 500 qui a gagné 0,90%, le Dow Jones a progressé de 0,56% et le Nasdaq a gagné 1,13%. Alors le sentiment reste toutefois mitigé dans la région Asie-Pacifique avec un indice australien en repli, des indices chinois et en Corée du Sud en territoire positif. Et les contrats à terme sur le DAX et le S&P 500 sont à l'équilibre. Un petit point concernant le coronavirus avec un nombre de cas confirmés qui a augmenté à 3,72 millions, tandis que le nombre de décès est passé à 258 300. Au total, 1,24 million de personnes se sont d'ores et déjà rétablies du coronavirus. À noter également aux États-Unis que Donald Trump a dissous le groupe de travail américain sur le coronavirus. Il a laissé entendre qu'un nouveau groupe de travail serait prochainement annoncé. Et l'Allemagne qui a décidé donc d'autoriser les États à décider d'une réouverture progressive. À présent, les chiffres dont nous avons pris connaissance lors de la séance Asie-Pacifique. Tout d'abord, l'emploi en Nouvelle-Zélande qui a augmenté de 0,7% par rapport au premier trimestre 2020. À noter tout de même que la Nouvelle-Zélande a mis un frein à cette croissance le 26 mars, quelques jours seulement avant la fin du trimestre. Et les ventes au détail en Australie qui ont augmenté de 8,5% lors du mois de mars. L'indice PMI des services en Inde et c'est assez impressionnant, qui a chuté en avril, qui est actuellement à 5,4 points. Alors, le mois précédent, il était à 49,3, donc légèrement en dessous des 50. Je vous rappelle que 50, c'est la neutralité. En dessous, le secteur est en contraction. Au-dessus des 50, le secteur est en expansion. Nous étions à 49,3 en légère contraction. Nous sommes à 5,4 points. Les estimations tablaient pour 40 points. Ceci étant dit, un petit point également sur le pétrole, car on a pris connaissance hier des données de l'API qui ont fait état d'une constitution des stocks de pétrole brut hebdomadaire aux États-Unis à hauteur de 8,44 millions de barils. Le consensus tablait pour une constitution des stocks à hauteur de 8,1 millions de barils. Et donc le pétrole qui est actuellement à l'équilibre, vous pouvez le voir ici à droite avec le WTI et le Brent, donc un pétrole quasiment à l'équilibre, le pétrole qui a déjà beaucoup progressé, qui a progressé de près de 10%, de près de 100%, pardon, car sa cotation a pratiquement doublé, donc une hausse de quasiment 100% en quelques jours. Une dizaine de jours, grosso modo, pour les pétroles, un pétrole en cours de stabilisation actuellement et un marché pétrolier qui est toujours sous tension. Et donc, à noter également concernant les résultats de l'entreprise, la veille, nous avons pris connaissance de ceux de Walt Disney. Walt Disney qui a déclaré un bénéfice net de 460 millions de dollars au premier trimestre 2020 et c'est une baisse extrêmement conséquente. En pourcentage, c'est une baisse de 90% pour Walt Disney, des résultats bien entendu qui ont été affectés par les mesures de confinement et la fermeture de ces parcs d'attractions. Concernant le calendrier économique du jour, alors aujourd'hui on prendra connaissance de données importantes, tout d'abord et principalement la donnée qui sera attendue de pied ferme par les opérateurs, c'est le rapport sur l'emploi de l'ADP. Et sinon donc on prendra connaissance du PMI des services en Europe, ce ne seront pas des données flash cette fois-ci, mais ce seront les données finales, donc PMI des services en Europe. Et à noter une publication de résultats qui sera certainement désastreuse et non sans conséquence, les résultats de General Motors. Donc on va d'abord détailler le calendrier économique avec le PMI des services en Allemagne à 9h55. C'est un chiffre final en zone euro, PMI des services pour le mois d'avril à 10h du matin, 10h30 PMI de construction pour le mois d'avril au Royaume-Uni, 11h zone euro, ventes au détail pour le mois de mars. Et l'après-midi, ça va être autour des États-Unis de nous présenter tout d'abord les changements d'emploi ADP pour le mois d'avril, c'est vraiment ce que l'on attend. Ça pourrait être un premier indice avant les chiffres du NFP, les NFP qui seront publiés ce vendredi. Je vous rappelle que les NFP, les Non-Farm Payroll, les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis sont publiés tous les premiers vendredis du mois. Et on s'attend à une chute
sans précédent hein, de ce NFP à hauteur de, donc de 20 millions. Donc nous allons avoir un premier aperçu aujourd'hui avec ce rapport de l'ADP, hein, le changement la variation d'emploi pour le mois d'avril. Et un autre rapport sera très attendu hein, cet après-midi, c'est à 16h30, dans le sillage du rapport de l'API, l'estimation de l'API dont nous avons pris connaissance la veille sur les stocks de pétrole brut hebdomadaires aux États-Unis. Donc aujourd'hui, rapport officiel du DOE. Stock hebdomadaire de pétrole brut, on s'attend à une variation des stocks de brut, constitution des stocks à hauteur de 8,1 millions de barils. Constitution des stocks également d'essence à hauteur de 0,3 millions de barils et constitution également des stocks de distillats à hauteur de 2,9 millions de barils. Alors les résultats d'entreprise, je vous ai déjà parlé de celui qui va compter aujourd'hui un General Motors, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de l'automobile connaît donc une situation pratiquement sans précédent, avec une chute, des chutes, des chutes très conséquentes hein, des ventes de automobiles. Donc on s'attend à des résultats certainement supérieurs au consensus concernant General Motors. Et donc General Motors, ce sera avant l'ouverture du marché. Avant l'ouverture du marché, on prendra également connaissance des résultats de CVS Health et après la fermeture du marché, on prendra connaissance entre autres des résultats de Fox Corporation, PayPal et T-Mobile. Donc voilà pour les résultats d'entreprise. Nous allons passer à présent sur la plateforme XActionSAC, nous sommes déjà dessus, mais nous allons nous intéresser aux indices boursiers. Nous allons donc débuter par le DAX en données hebdomadaires, un DAX qui se situe toujours sous ce fameux palier de Kijun. Hein. Donc nous avons eu la semaine dernière un test de cette oblique haussière, une oblique haussière qui, je vous le rappelle, relie les différents creux depuis la reprise, hein, depuis 2009. Hein. Donc ce n'est pas anodin, c'est un niveau que nous sommes allés chercher la semaine dernière avant de se retirer pour se placer sous notre Kijun, un palier de Kijun qui correspond, hein, je vous le rappelle, également à un palier de SSB. Hein. Si je calque ce niveau, on peut voir que ça correspond aussi à ce palier de SSB ici, soit le seuil psychologique des 10 900 points. Et c'est la résistance hebdomadaire actuellement qui est en train de freiner l'évolution des cours. Voilà pour le DAX en données hebdomadaires. Le topo est le même hein, pour le Dow Jones. Hein. Souvenez-vous, le DAX sous résistance, ce palier de Kijun qui correspond également à un palier de SSB. Sur le Dow Jones, cette résistance et la SSB, on en a deux. Hein. Clairement, on a un premier palier de résistance. On a un premier palier d'SSB ici, les 24 200, et nous avons un second légèrement plus haut ici, et qui correspond aux 24 470, 24 450. Je pense que du 24 400 serait peut-être plus juste étant donné que c'est un fait psychologique. Donc voilà les résistances hein, pour le Dow Jones. Le Dow Jones qui, je vous le rappelle, hein, a réussi à rallier, à se replacer au-dessus d'F3. Hein. F3 débute en 2015. Les speedlines débutent en 2015. C'est la résistance actuelle pour le Dow Jones. Voilà pour cette vision hebdomadaire. On passe sur une vision à présent journalière pour revenir à notre vision intraday, notre vision en données horaire, en données H1, c'est-à-dire que chaque chandelier japonais représente une heure. Donc tout d'abord la vision journalière. Sur le DAX toujours à l'intérieur de son nuage, je remets en gras CN, ce N inversé, car c'est notre résistance, la ligne de force NT. Ici, sur le DAX en données journalières, nous sommes tout de même à l'intérieur du nuage. Donc il faut le noter, selon la théorie, nous sommes à l'équilibre. Alors ici, il est important de noter que cette résistance NT à 10 713 pourrait plus être une zone de résistance qui pourrait s'étendre jusqu'au 10 780, donc une zone de résistance de 70 points que l'on peut détecter en données journalières. Avant de passer sur le DAX en intraday, rapide tour d'horizon des autres indices en données journalières avec un CAC 40 hein, toujours à l'intérieur de ce biseau ascendant. En données journalières, les indices américains
sont toujours hein, extrêmement hauts, hein. Surtout le Nasdaq, on en a parlé, qui est en train on constate une inversion de polarité ici. Ce niveau qui était une résistance, hein, c'est ce que l'on appelle une inversion de polarité, une résistance qui devient support ou inversement. Donc ce niveau à 8940 était une résistance. C'est un palier de Kijun, hein, que je vous le rappelle que l'on retrouve ici, très exactement. Donc ce niveau-là est devenu un support et on pourrait aller chercher les récents sommets pour aller se rapprocher des 9100 points. 9100 points, ça correspond encore une fois au niveau de début février. Et en données journalières, nous sommes en train de tenter, en tout cas pour le Dow Jones, de s'affranchir de notre nuage avec encore une fois, un cluster de résistance, une résistance formée par la Tenkan aux alentours des 23 980 et plus largement les 23 400. Hein, ça représente la moyenne de la ligne de force N et NT. Vous avez ici N plus NT divisé par 2, c'est leur moyenne. Donc nous avons pris N et NT, donc c'est la médiane de ces deux lignes de force. Hein. En prenant la moyenne de N et NT, on obtient la médiane ici, et c'est la résistance actuellement, c'est le seuil psychologique hein, que nous venons d'aborder, les 24 000 points plus largement, nous avons les 25 000 également plus haut, donc des seuils psychologiques qui feront office de résistance à toute tentative haussière pour le Dow Jones. Alors, le scénario qui pourrait être probable hein, au vu des récents flux d'actualité, de récentes études, hein, affirme qu'effectivement le coronavirus pourrait se transférer sur des surfaces lisses, comme des surfaces en plastique, des surfaces métalliques pendant quelques heures, 2, 3 heures, voire plus. C'est peut-être un élément qui pourrait créer un mouvement de panique. Parce qu'effectivement, après un tel rebond, le seul moyen de repartir à la baisse, c'est d'avoir un mouvement de panique, des ventes de panique. Et donc pour cela, bien entendu, il faudrait une nouvelle qui pourrait déclencher cela. Pour l'heure, il y a tout de même énormément d'optimisme, hein, mais donc un repli qui pourrait intervenir lors d'une information qui pourrait remettre les craintes à l'ordre du jour. Donc voilà pour les données journalières. Nous avons un S&P 500 également qui se rapproche d'un seuil psychologique à 2900 points, la résistance à surveiller actuellement. Et voilà, il me semble que nous avons abordé tous les indices américains. Ce qui va être intéressant, ce sera de voir la vision intraday. Souvenez-vous l'hypothèse que nous avions émise hier concernant le Nasdaq en intraday. Peut-être la formation d'une épaule tête-épaule que l'on retrouve ici, une épaule tête-épaule qui pourrait représenter la tête d'une épaule tête-épaule beaucoup plus large que l'on retrouve ici. Et c'est cette figure qui pourrait présager un retournement. Les cours doivent travailler, doivent nous dessiner une figure chartiste avant de se retourner après un tel rebond. Hein. Dans tous les cas, on ne peut pas partir à la baisse directement. Il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait une figure qui se dessine. C'est peut-être le cas, cette figure, c'est peut-être une épaule tête-épaule. En tout cas, c'est l'hypothèse que nous avions émise hier. Une hypothèse qui est toujours d'actualité. Pourquoi? Étant donné donc je retire hein, ce rectangle pour une meilleure visibilité, étant donné ici que la seconde épaule n'est pas venue dépasser le sommet qui a été formé par la tête. Donc c'est toujours une épaule tête-épaule pour le moment. On reste borné par cette ligne de force N aux environs de 9030. Cette ligne de force N, c'est un N haussier hein, qui a dessiné l'épaule gauche. C'est quelque chose que nous avions déjà fait auparavant, lorsque nous avions eu une épaule tête-épaule, notamment sur le Dow Jones en données intraday. On va y revenir, c'est important de faire un point technique. Souvenez-vous, le Dow Jones, non, excusez-moi, ce n'était pas le Dow Jones, c'était le DAX. Nous avions eu ici une épaule, tête-épaule également. C'est ce qui a annoncé le retournement, c'est ce qui a annoncé le rebond. Et d'ailleurs, la tête de cette épaule tête-épaule était elle-même une épaule, enfin épaule tête-épaule inversée. Hein. Je raisonne en inversé à présent, excusez-moi. Et donc cette épaule tête-épaule inversée avait une tête qui avait été dessinée en épaule tête-épaule complexe, inversée bien entendu. Complexe pourquoi? Parce qu'elle avait 2 épaules à gauche, 2 épaules à droite. C'est cette figure qui nous avait permis de nous retourner sur le DAX hein, pour aller chercher les niveaux que nous connaissons aujourd'hui. Donc le DAX nous avait averti d'un retournement haussier.
Peut-être que le S&P 500 est en train de faire la même chose, pardon, peut-être que le Nasdaq est en train de faire la même chose pour un retournement baissier cette fois-ci. Donc cette configuration nous rappelle celle que l'on vient d'aborder sur le DAX, cette épaule tête épaule inversée qui nous a ramené au rebond que nous connaissons depuis plusieurs semaines. Pour l'heure, donc on revient donc à cette figure chartiste, on reste sur NT qui était un N haussier qui a dessiné l'épaule, donc l'épaule gauche de notre TE. À l'image du DAX, où souvenez-vous, nous avions dessiné ici, alors je vais le faire à main levée très rapidement, nous avions dessiné un N haussier à la sortie de l'épaule tête-épaule, et ce N haussier nous avait donné nos différents objectifs à la suite du franchissement de la ligne de coup. Donc c'est ce qui est très pratique avec les projections d'Osoda lorsque c'est combiné à du chartisme. Ça permet de déterminer des objectifs à la sortie de la figure chartiste. Même si le chartisme nous donne des objectifs théoriques, ici on a des objectifs intermédiaires, on a beaucoup plus de précision. C'est ce que nous avions fait sur le DAX à la sortie de cette ETE inversée, et c'est ce que nous espérons faire plus tard si cette figure se réalise. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, à l'intérieur d'une ETE, il y a des N haussiers qui peuvent déterminer soit l'amplitude de la tête, soit à la sortie. Ici, ce sera un N baissier, très certainement. Cela peut nous déterminer les différents objectifs, dont un devrait être combiné à l'objectif théorique qui nous est fourni par la théorie du chartisme. Donc voilà pour ce petit point théorique, pour ce point sur cette hypothèse d'une ETE qui pourrait nous renseigner sur un éventuel retournement en intraday, et c'est le Nasdaq qui nous a donné cette information, qui commence à nous donner cet indice depuis hier. En tout cas, nous sommes au-dessus de notre nuage et avec une ligne de force N à 9030 qui fait office de résistance. Si elle est franchie, on irait chercher les 9132. Donc la prochaine ligne de force, et pour le coup, malheureusement, dans ce cas-là, ce ne serait plus une ETE. Donc pour que cela représente une ETE, il faut donc que N ne soit pas franchi, il faut sauvegarder N. On aurait éventuellement la possibilité de dessiner un nouveau sommet, et s'il y a une autre épaule, ça pourrait être une épaule tête-épaule, vous l'aurez compris, complexe, avec deux têtes. Donc voilà pour ce petit point technique qui était, je pense, nécessaire, qui a été fait en intraday. Donc on passe à présent sur le S&P 500 également en intraday. Ici, on peut le voir, nous sommes allés chercher la dernière ligne de force de ce N baissier. Et actuellement, nous avons certaines résistances qui agissent. Ce sont des paliers de SSV. Donc le franchissement de celui-ci, des 2888, nous ramènerait au prochain, les 2800, 2900, grosso modo. Franchissement des 2900 nous ramènerait aux 2910. Tous les niveaux à la hausse sont là. En revanche, toute cassure des 2853. Donc 2853, c'est la première ligne de force de ce N baissier. Remettrai d'actualité les prochaines lignes de force, donc ce serait direction les 2800, ensuite on a les 2785, puis les 2770. Donc voilà pour le S&P 500, même topo pour le Dow Jones, clairement un franchissement à la baisse des 2386, remettrai d'actualité les prochaines lignes de force, à savoir NT, N et E. En revanche, attention à tout franchissement ici des 24 000 points. 24 000 points en cas de franchissement, on repart à la hausse pour aller chercher encore une fois tous ces paliers de SSD. La stratégie sera la même, que ce soit S&P 500, Dow Jones, donc légèrement différente sur le Nasdaq, nous en avons d'ores et déjà parlé. Mais Dow Jones, S&P 500, ce sera quasiment similaire. Et nous en venons à présent au DAX. Le DAX qui fait face également à une résistance, ce sont les 10 772. J'y ajoute Ishimoku pour avoir plus de niveaux. Et ici, c'est le franchissement des 10 850 qui serait un signal d'achat, ce qui pourrait nous permettre ici un éventuel pullback vers la borne inférieure de, je vous le rappelle, je retiens encore Ishimoku rapidement, ce biseau ascendant à connotation baissière. On peut s'attendre à un éventuel pullback ici pour ensuite se replier. C'est une hypothèse qui restera
conditionné à la sortie du nuage par le haut en données H1 et donc au franchissement des 10 850. Et pour franchir les 10 850, il faudra déjà s'affranchir des 10 772. Donc voici les niveaux haussiers, le niveau qui nous donnera un signal. En revanche, ici, à l'image des indices américains, donc je vais afficher le rayon et mettre en gras ce N baissier que nous avons d'ores et déjà travaillé pour aller chercher la ligne de force NT. Donc si on refranchit la première ligne de force des 10 686, c'est pour aller chercher probablement les 10 415. Et les prochains objectifs, soit N ici et E. Donc des stratégies quasi similaires hein, sur les indices, que ce soit en intraday ou en journalier. Nous pouvons à présent nous intéresser au marché des matières premières. On débute par le gold hein, qui continue son travail aux alentours de son apex, les 1700 $. Situation similaire à celle que nous avions pu constater lors du précédent triangle symétrique ici, avec l'or hein, qui oscillait autour de son apex avant une sortie par le haut pour revenir à l'apex, par la suite un apex qui était à 1567. Je vous rappelle que l'apex d'un triangle symétrique, c'est l'axe de symétrie de ce triangle. C'est le milieu concrètement du triangle. C'est ce qui représente son apex. Alors ici, l'apex est exactement à 1700 $, hein, il me semble. Voilà. C'est un seuil psychologique aux alentours des 1700 $ pour le triangle actuel en données H4. Voilà à quoi cela ressemble. Nous oscillons, il me semble, aux alentours du nuage H4 qui fait office de support. Voilà, nous avons notre nuage qui fait office de support. Les 1700, c'est un palier d'SSB, renforcé plus bas par un palier de kit jaune à 1696. Nous sommes dans le nuage pour le moment. Une sortie par le haut nous permettrait d'aller tester la borne supérieure. Attention tout de même à une sortie par le bas, car je vous rappelle qu'un triangle symétrique ne nous indique pas le sens de sortie. On peut en sortir par le bas comme on peut en sortir par le haut. En revanche, vu que la dernière fois, nous sommes allés tester la borne inférieure, cette fois-ci, il faut aller tester la borne supérieure. Si on n'y parvient pas, si on part une seconde fois pour aller tester la borne inférieure, les chances sont fortes qu'il y ait une sortie par le bas. Donc prudence, car je vous rappelle, hein, depuis le début, nous avons alterné entre borne supérieure et borne inférieure. Donc, dans un premier temps, borne supérieure pour aller à la borne inférieure, borne supérieure. Le nuage nous a empêché pendant un instant d'aller tester la borne inférieure. Nous sommes parvenus à y aller. Et là, le nuage semble nous empêcher. On n'arrive pas à en sortir pour aller tester la borne supérieure ici. Donc prudence à un éventuel retour en direction de la borne inférieure, ce qui donc nous donnerait une indication qu'il y aurait de fortes probabilités à ce que nous assistions à une sortie par le bas, vu l'impossibilité d'aller tester la borne supérieure après avoir au préalable testé la borne inférieure. Donc prudence tout de même hein, sur le gold. En revanche, une sortie par le haut nous rapprocherait du scénario d'un nouveau test de la borne supérieure. Cela ne veut pas dire que nous allons franchir la borne supérieure, mais en tout cas, cela veut dire que le travail se poursuivra sans aucune indication quant au sens de sortie. Alors qu'une sortie par le bas du nuage nous rapprocherait d'un scénario qui est baissier, et donc avec une sortie par le bas du triangle symétrique, l'objectif nous serait donné par la hauteur de ce triangle, donc on va reporter la hauteur du triangle, on prend cette ligne-là, on la reporte au point de sortie, et ça nous donne le niveau qui pourrait être atteint. C'est simplement le seuil psychologique des 1600 points. C'est l'objectif théorique de ce triangle symétrique. Objectif théorique baissier en cas de sortie par le bas, en cas de sortie par le haut, légèrement au-dessus de E, en tout cas aux alentours des 1800. On passe à présent sur le pétrole. Alors le pétrole, on avait parlé de ce niveau hier, nous l'avions abordé, nous avions dit effectivement si ce niveau venait à être franchi, il a été d'ailleurs, et non sans peine, hein, vous voyez, une quasi-invalidation pour par la suite afficher une impulsion qui permet d'aller se placer aux portes des 28 $. Donc ce niveau a bel et bien été franchi. Donc comme convenu, nous sommes allés chercher dans un premier temps la première ligne de force de ce N baissier. C'est le niveau que nous sommes allés chercher pour aller chercher par la suite les 27,35. Les 27,35, nous en avons parlé également. Donc c'est un gros niveau qu'il sera très difficile à franchir. Nous allons ajouter Ishimoku immédiatement. C'est le niveau que nous sommes allés chercher. C'est un niveau qui a été invalidé. Nous sommes repartis ensuite sur cette zone, ce range
entre 26,35 et 26,24. C'est une grosse zone qui correspond à deux lignes de force. La première ligne de force ici, bon, je vais retirer Ishimoku pour plus de clarté, je pense que ce sera plus simple. La première ligne de force ici de ce N baissier que l'on va mettre en gras, un N baissier qui nous donnait un dernier objectif en dessous des 20 $. Et une seconde ligne de force ici qui correspond à ce N haussier. Donc ici concrètement, nous avons NT pour celui-ci. Donc nous n'allons ne conserver qu'NT pour que ce soit beaucoup plus visuel, plus clair. Et nous avons ici, il me semble, N. Nous retirons tout. Et voilà le tout petit range actuellement. La zone qui est en train de maintenir les cours, la zone de neutralité qui correspond à deux lignes de force. Une première ligne de force d'un N haussier, une seconde ligne de force d'un N baissier. Les cours sont actuellement bloqués à ce niveau-là. Franchissement de la borne inférieure, c'est pour aller à la zone précédente. Franchissement de la borne supérieure, c'est pour tenter d'aller tester à nouveau les 27,30. Mais prudence hein, tout de même sur les pétroles. La situation ne s'est toujours pas détendue. C'est assez impressionnant de voir un actif prendre 100% en une dizaine de jours. C'est ce que nous a fait le pétrole. On le voit ici, bon, ici 150%, mais grosso modo, hein, nous avons pris 100% depuis fin avril. Donc, grosso modo, depuis un peu moins de 2 semaines. Il faut se dire que l'on pourrait perdre 100% en moins de temps. Donc prudence sur les pétroles, on essaie de jouer les cassures de support et de résistance. Ceci étant dit, nous allons passer à présent sur le marché d'échange débuté comme à notre habitude par le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures actuellement dans son nuage journalier borné par son palier de Tenkan. Tout franchissement de ce niveau permettrait d'aller tester le haut de nuage et accentuer la pression baissière sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui était un support majeur, c'est encore une fois ici à l'image des pétroles. Hein. C'est ce qui est intéressant. On a eu un petit coup de chance ici. Il y a un cluster de support, ça nous rappelle le cluster sur les pétroles. Deux lignes de force, toutes deux issues de N. Une première ligne de force. Donc la ligne de force qui est issue de ce N baissier, nous allons retirer les différents éléments et nous avons donc encore une fois une seconde ligne de force qui est issue ici de ce N baissier et cela nous donne le niveau de support actuellement en train de maintenir les cours de l'euro-dollar. C'est un cluster, c'est une zone qui est comprise entre les 1,0820 et les 1,0817. C'est une zone qui également est bornée par deux lignes de force issues de deux N distincts. Donc tout franchissement de ce niveau nous permettrait d'aller chercher les 1,0730. Tout franchissement des 1,0730 nous ramènerait au 1,0650. Une pression baissière donc sur l'euro-dollar qui devrait se poursuivre et s'accélérer en cas de franchissement de cette zone. L'USD de quasi-stabilité, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé ces derniers temps. Nous sommes à l'intérieur du nuage. Très compliqué hein, de le trader pour le moment, donc je préfère le laisser de côté. Et l'AUD-USD qui petit à petit va retenter ici un franchissement de cette zone de résistance. Hier, nous ne sommes pas parvenus à nous en affranchir une mèche supérieure, nous nous sommes retirés par la suite. Une autre tentative aujourd'hui, chaque tentative échouée nous rapproche d'un éventuel succès. Hein. Donc, chaque fois que l'on teste cette zone, les probabilités d'affranchissement sont de plus en plus élevées. Donc, le but serait d'aller rallier la prochaine zone de résistance. Nous fonctionnons que par zone actuellement sur la USD. La première est ici. Si on s'en affranchit, on ira travailler sur la seconde. Si la seconde est franchie, ce serait pour aller rallier l'objectif ultime, les 0,67, soit les niveaux de la mi-février. GBP-USD également, hein, donc c'est une formation qui nous rappelle celle de l'AUD-USD. Hein, on peut le voir d'un point de vue visuel. Ce sont des formations qui se ressemblent énormément, donc des signaux qui pourraient venir en même temps. Hein, pour l'AUD-USD, le GBP-USD. Le GBP-USD, lui, a une zone de résistance qui est définie par sa Tenkan, doublée par ce niveau des 1,24
83, c'est un palier de SSB très important. Un franchissement de celui-ci nous ramènerait en direction du seuil psychologique des 1,26, dernier rempart avant les 1,27. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité, votre attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une excellente séance de trading. Au revoir.